Je n'aurais jamais pensé que le jour viendrait où je révélerais le secret le plus sombre de ma propre fille, devant tous ceux qu'elle aimait, lors de sa fête d'anniversaire. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter à mes 18 ans, quand j'étais pris dans une vie dont je pensais ne jamais pouvoir m'échapper. À l'époque, j'étais profondément impliqué dans un gang de rue à Marseille, depuis mes 13 ans. La violence, la drogue et le crime faisaient partie de mon quotidien. Mes parents avaient disparu depuis longtemps, et la seule personne qui se souciait de moi était ma grand-mère, qui m'emmenait encore à l'église tous les dimanches à Notre-Dame de la Garde. C'est là que j'ai rencontré Marie pour la première fois. Marie était tout ce que je n'étais pas. Elle était le genre de fille qui vous donnait l'impression que vous pouviez être meilleur, que vous valiez quelque chose. Je me souviens être assis dans cette église, m'ennuyant à mourir, quand elle est entrée. Je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Elle dégageait une aura de bonté, une pureté presque aveuglante. Et, d'une manière ou d'une autre, elle m'a remarqué, moi, le voyou au fond de l'église, qui n'avait rien à y faire. C'est ma grand-mère qui nous a présentés après la messe un jour. Elle disait que Marie pourrait m'aider à rester hors des ennuis, qu'elle était une bonne influence. Et elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à penser à mon avenir. J'ai obtenu mon brevet, je suis allé à l'église régulièrement et j'ai même essayé de me tenir à l'écart du gang autant que possible. Marie et moi nous sommes rapprochés, et nous avons fini par sortir ensemble. Elle m'a fait croire que je pouvais changer, que j'étais prêt à laisser cette vie derrière moi pour construire quelque chose de vrai avec elle. Elle était ma lumière, me tirant de l'obscurité dans laquelle je me noyais depuis si longtemps. Mais même en essayant de m'éloigner, la rue avait une manière de me rattraper. Marie voyait le bon en moi, même quand je ne le voyais pas. Elle était la raison pour laquelle je me poussais à être meilleur, à prouver que j'étais plus qu'un simple membre de gang. Mais la rue ne lâche pas si facilement. Elle vous rappelle qui vous êtes, qui vous avez été. Et ce n'était qu'une question de temps avant que la vie que j'avais tenté de laisser derrière moi ne revienne s'écraser dans mon monde, mettant à l'épreuve tout ce que je pensais être devenu. J'avais si bien réussi à rester hors des ennuis, à garder la tête basse et à me concentrer sur l'avenir que je voulais avec Marie. Mais la vie a une façon de vous tester quand vous vous y attendez le moins. J'étais sorti un soir, juste pour faire quelques courses, rien de sérieux, quand je suis tombé sur lui, Louis, un vieil ennemi du gang, avec qui j'avais beaucoup de différends. Dès que je l'ai vu, toute cette rage que j'avais enfouie, toute cette obscurité que j'avais essayé de laisser derrière moi, est remontée à la surface. Il m'a regardé avec ce même sourire narquois qu'il avait toujours, comme s'il savait qu'il pouvait encore m'atteindre. Et il a réussi. Nous avons commencé à parler, et la tension était palpable. C'était comme si nous attendions quelque chose pour exploser. Il a commencé à lancer des insultes, à remuer le passé, à essayer de me ramener dans cette vie. J'aimerais pouvoir dire que je suis parti, que j'étais assez fort pour tourner les talons, mais je ne l'étais pas. Une chose en a entraîné une autre, et avant que je ne m'en rende compte, nous nous battions en pleine rue. C'était brutal, laid. Toutes ces années à essayer d'être meilleur, à rester clean, semblaient n'avoir aucun sens à ce moment-là. J'étais à nouveau cet ado en colère, me battant pour prouver quelque chose en quoi je ne croyais même plus. La police est arrivée avant que l'un de nous ne puisse causer de réels dommages, mais il était trop tard. Ils nous ont emmenés tous les deux en garde à vue. Assis dans cette cellule, je ne pensais qu'à Marie, à comment je l'avais déçue, à comment je m'étais déçu moi-même. Je lui avais promis que je serais différent, que je changerais, et me voilà, de retour dans le même pétrin que j'avais essayé d'échapper. Quand Marie est venue me voir, j'ai vu la déception dans ses yeux. Elle n'a pas crié, elle n'était pas en colère, elle semblait juste blessée, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'avais jeté tout ce pourquoi nous avions travaillé. Ma grand-mère était furieuse, et mon cousin n'a même pas essayé de cacher son dégoût. Ils pensaient tous que j'étais une cause perdue, et à ce moment-là, j'ai commencé à croire qu'ils avaient raison. Mais même avec toute cette déception, Marie venait presque tous les jours. Elle s'asseyait de l'autre côté de la vitre, me parlait, essayait de garder cet espoir vivant. Je ne le méritais pas après ce que j'avais fait, mais elle continuait à venir. Elle était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer complètement là-dedans. J'ai passé ces nuits en garde à vue à ressasser la bagarre, encore et encore, souhaitant pouvoir revenir en arrière, souhaitant pouvoir partir comme je savais que j'aurais dû. Mais le mal était fait, et tout ce que je pouvais faire était d'affronter les conséquences. Ce que je ne savais pas, c'est que cette bagarre n'était que le début d'un tout nouveau défi, des défis qui allaient me pousser encore plus loin que je ne l'avais jamais été. Sortir de prison m'a donné l'impression d'avoir une seconde chance,
mais le poids de ce que j'avais fait planer sur moi comme un nuage sombre. J'étais déterminé à arranger les choses avec Marie, à prouver que je pouvais être l'homme qu'elle croyait que je pouvais être. Un mois après ma sortie, j'ai appris qu'elle était enceinte. La nouvelle m'a frappé comme une tonne de briques, mais de la meilleure façon possible. Soudain, il ne s'agissait plus seulement de moi. J'avais une chance de construire quelque chose de vrai, une famille. Marie et moi avons décidé de quitter Marseille pour repartir de zéro, loin de la vie de gang, quelque part où nous pourrions élever notre enfant sans les ombres de notre passé. Nous avons fait nos valises et déménagé dans un petit village en Provence, où personne ne connaissait nos noms. Je me suis inscrit dans une école professionnelle pour devenir mécanicien, quelque chose que je savais pouvoir bien faire, et j'ai commencé à travailler à tous les petits boulots que je pouvais trouver pour économiser pour le bébé. Ce furent certains des mois les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus pleins d'espoir. Marie et moi passions des nuits à parler de ce à quoi ressemblerait notre avenir, du genre de parents que nous voulions être. J'étais à fond, travaillant de longues heures, étudiant tard dans la nuit, mais chaque fois que je pensais abandonner, je pensais à cette petite vie qui grandissait en elle, et ça me donnait la force de continuer. J'étais déterminé à donner à notre enfant la vie que je n'avais jamais eue. Quand est venu le moment pour Claire de naître, les choses ont pris une tournure que je n'avais pas vue venir. L'accouchement a été difficile, des complications que je ne comprenais pas. Tout ce dont je me souviens, c'est la panique, les médecins qui entraient et sortaient en courant, et le regard sur le visage de Marie alors qu'on l'emmenait. Les heures semblaient des jours, assis dans cette salle d'attente stérile, priant comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Je ne me souciais de rien d'autre à ce moment-là, juste que Marie et notre bébé aillent bien. Quand le médecin est enfin sorti, son visage m'a tout dit avant même qu'il ne dise un mot. Claire avait survécu, mais Marie, elle avait perdu tellement de sang qu'ils avaient dû faire une hystérectomie d'urgence pour lui sauver la vie. Les mots ne s'enregistraient à peine. Mon monde entier tournait. Elle était en soins intensifs pendant des semaines, et j'avais peur de la perdre. Pendant que Marie était à l'hôpital, j'ai dû apprendre à être père tout seul. Claire était si petite, si fragile. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, mais j'ai appris vite, changer les couches, la nourrir, la bercer pour qu'elle s'endorme. Pendant ce temps, mon esprit était partagé entre prendre soin de Claire et m'inquiéter de savoir si Marie allait s'en sortir. Ces premiers mois furent un tourbillon de nuits blanches et de peur constante, mais au milieu de tout ce chaos, Claire est devenue mon ancre. La tenir, voir ses petits doigts s'enrouler autour des miens, ça m'a donné un sentiment de but que je n'avais jamais ressenti auparavant. Elle était tout pour moi, et j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour lui donner la vie qu'elle méritait. Quand Marie est enfin rentrée à la maison, elle était l'ombre de la femme qu'elle était autrefois. L'opération l'avait beaucoup affectée, physiquement et émotionnellement. Elle souffrait, était fatiguée, et la réalité qu'elle ne pourrait plus avoir d'autres enfants pesait lourd sur elle. Mais nous avions Claire, et cela nous donnait à tous les deux la force de continuer. La vie n'était pas facile, loin de là, mais pendant un temps, il semblait que nous avions traversé le pire. Nous avions une maison, j'avais un travail stable comme mécanicien, et nous avions notre magnifique fille. Je pensais que nous étions enfin sur la bonne voie, construisant la vie dont nous avions rêvé. Je ne savais pas que les jours les plus durs étaient encore à venir. Pendant quelques années, la vie s'est installée dans quelque chose qui semblait presque normal. Nous avions notre petite routine, moi au garage, Marie à la maison avec Claire, et nous trois passant les week-ends ensemble. J'étais fier de ce que nous construisions. Nous avions quitté la vie de gang, tout cela derrière nous, et nous faisions quelque chose de mieux pour Claire. Je pensais avoir enfin échappé à mon passé. Mais à mesure que Claire grandissait, les choses ont commencé à changer entre nous. J'avais toujours imaginé que être père serait la seule chose que je pourrais faire correctement, mais plus elle approchait de l'adolescence, plus elle s'éloignait de moi. Quand elle était petite, elle courait vers moi quand je rentrais à la maison, son visage s'illuminait en me voyant. Mais à 13 ans, cette lumière avait disparu. Elle me regardait à peine, encore moins me parlait. C'était comme si j'étais un étranger vivant dans la même maison. J'ai essayé d'être patient, me disant que c'était juste une phase d'adolescence, que chaque enfant repousse ses parents à un moment donné. Mais ce n'était pas seulement ça. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à du véritable ressentiment. Elle passait plus de temps dans sa chambre, claquant la porte chaque fois que j'essayais de lui parler. Les rares fois où nous parlions, cela se terminait toujours en dispute. La douleur que je ressentais était comme un couteau dans le ventre. J'avais tant sacrifié pour lui donner une bonne vie,
et il semblait que rien de tout cela n'avait d'importance pour elle. Marie essayait d'aider, mais même elle avait du mal à se connecter avec Claire. Elle me disait de lui laisser du temps, de laisser Claire trouver son chemin toute seule, mais je voyais que cela la déchirait aussi à l'intérieur. Nous avions tous les deux travaillé si dur pour garder notre famille unie, et c'était comme si elle nous échappait sous nos yeux. Une nuit, après une autre dispute explosive avec Claire, je me suis retrouvé seul dans le salon, regardant les photos sur le mur, des photos de temps plus heureux, les premiers pas de Claire, ses fêtes d'anniversaire, des sorties au parc. Je ne pouvais pas réconcilier la petite fille sur ces photos avec l'adolescente en colère et distante qu'elle était devenue. Je me sentais impuissant, comme si j'échouais en tant que père, et cela ramenait tous ces doutes que j'avais essayé d'enfouir, des doutes sur le fait d'être jamais assez bon pour tout ça. Au fil des mois, les choses n'ont fait qu'empirer. Claire cessait de rentrer à la maison après l'école, restant dehors tard sans nous dire où elle allait. Elle a commencé à s'habiller différemment, à traîner avec des jeunes qui semblaient être des ennuis. La goutte d'eau est arrivée une nuit où je l'ai trouvée en train de rentrer en douce à 2 heures du matin, sentant l'alcool. J'ai perdu les pédales. Toute la peur et la frustration que j'avais accumulées ont explosé. Je lui ai crié dessus, exigeant de savoir ce qu'elle pensait faire, pourquoi elle nous traitait ainsi. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est me regarder avec un regard froid et vide et dire « Tu n'es pas mon vrai père, alors arrête de faire comme si tu te souciais de moi. » Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises. Je suis resté là, abasourdi, alors qu'elle passait devant moi et claquait la porte de sa chambre. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. C'était la première fois qu'elle l'avait dit à voix haute, la première fois qu'elle me l'avait jeté au visage. Je savais que quelque chose était brisé entre nous, mais je n'avais aucune idée que c'était aussi profond. Je me suis assis dans le noir cette nuit-là, ressassant ces mots encore et encore, « Tu n'es pas mon vrai père. » Je ne savais pas quoi faire avec ça. Toutes ces années, tout l'amour et les soins que j'avais mis à l'élever, et c'est ainsi qu'elle me voyait, un imposteur, un remplaçant pour quelqu'un qu'elle n'avait même jamais rencontré. C'était comme si tout ce autour de quoi j'avais construit ma vie n'avait soudain plus aucun sens. Le lendemain matin, j'ai confronté Marie à ce sujet, exigeant de savoir ce que Claire voulait dire. Elle a essayé de minimiser, disant que c'était juste une rébellion adolescente, que Claire ne le pensait pas, mais je n'y croyais pas. Je voyais la culpabilité dans ses yeux, la façon dont elle ne pouvait pas tout à fait me regarder. C'est là que j'ai su qu'il y avait plus dans cette histoire, quelque chose qu'elle ne m'avait pas dit. Mais ce n'est que plus tard, quand j'ai trouvé cette tablette cassée, que la vérité entière s'est effondrée sur moi, changeant tout ce que je pensais savoir sur ma vie et les gens que j'aimais. J'avais planifié la fête du 15e anniversaire de Claire pendant des semaines, essayant de faire quelque chose de spécial, quelque chose qui pourrait nous rappeler à tous les deux le lien que nous avions autrefois. J'avais cette idée de faire un diaporama de son enfance, des souvenirs heureux, des photos d'elle bébé, ses premiers pas, son premier jour d'école, tous les jalons qui, je pensais, comptaient pour nous deux. La tablette était restée dans un tiroir pendant des mois, écran cassé et tout, et j'ai pensé que je pouvais encore récupérer les photos dessus. Je l'ai emmené dans un magasin de réparation, l'ai fait réparer, et quand je l'ai récupéré, je me suis assis pour commencer à regarder les photos. C'est alors que j'ai vu les messages. Une longue conversation entre Claire et Marie qui a déchiré mon monde en quelques secondes. Les mots de Claire étaient pleins de colère, de douleur, et pire encore, de mépris. Elle écrivait qu'elle savait que je n'étais pas son vrai père, qu'elle le savait depuis des années. Mais le vrai coup est venu quand elle a mentionné qui était son père biologique, mon cousin, celui avec qui j'avais grandi, celui en qui j'avais confiance, le même cousin qui était devenu un pasteur autoproclamé, prêchant sur le péché tout en cachant un péché si sombre qu'il a brisé tout ce que je pensais savoir. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar, comme si j'allais me réveiller d'une seconde à l'autre et que rien de tout cela ne serait réel. Mais c'était réel, douloureusement réel. Et puis j'ai vu les réponses de Marie, ses tentatives d'expliquer, de justifier ce qu'elle avait fait. Elle a admis que c'était arrivé une seule fois, que c'était une erreur, qu'elle le regrettait tous les jours depuis. Mais cela n'avait pas d'importance. Rien de ce qu'elle disait n'avait d'importance. Elle m'avait trahi de la pire façon possible, et Claire portait ce secret, ce fardeau, depuis qui sait combien de temps. J'étais engourdi, assis devant cet écran, relisant ces messages encore et encore, espérant avoir mal compris, qu'il y avait une autre explication. Mais il n'y en avait pas. Toute ma vie, la famille pour laquelle j'avais tant lutté pour protéger et construire, tout cela était basé sur un mensonge. J'avais élevé l'enfant d'un autre homme, aimé comme si c'était le mien,
tout sacrifié pour elle, et voilà comment tout cela se terminait, avec une révélation si froide, si brutale, qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré de mes poumons. La colère a commencé à monter en moi, lentement d'abord, puis elle a explosé comme un volcan. Toutes ces années de lutte, à essayer d'être un meilleur homme, un meilleur père, semblaient avoir été pour rien. J'étais en colère contre Marie, contre Claire, contre mon cousin, mais surtout contre moi-même, pour avoir été si aveugle, si confiant, pour ne pas avoir vu la vérité qui était juste devant moi tout ce temps. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je ne pouvais pas faire comme si je n'avais pas vu ces messages. Je ne pouvais pas continuer à vivre ce mensonge. Alors j'ai pris une décision qui, je le savais, changerait tout, mais que je sentais n'avoir d'autre choix que de prendre. J'allais exposer la vérité, quel qu'en soit le coût. La nuit de la fête des 15 ans de Claire, j'étais un homme en mission. J'avais passé des heures à tout préparer, m'assurant que tout était parfait, mais à l'intérieur, je bouillonnais. J'ai préparé le diaporama comme prévu, mais avec une touche particulière. J'ai ajouté les messages, chacun d'entre eux, à la fin de la présentation. Je voulais que tout le monde voie ce que j'avais vu, qu'il sache la vérité qui m'avait été cachée. Quand le moment est venu, je me suis levé devant tout le monde, famille, amis, personnes qui nous connaissaient depuis des années, et j'ai lancé le diaporama. Au début, c'était comme je l'avais prévu, des souvenirs heureux, des sourires, des rires. Mais ensuite, les messages ont commencé à défiler à l'écran. J'ai vu les sourires s'effacer, la confusion se transformer en choc, puis en horreur. Je sentais l'énergie de la pièce changer, j'entendais les halètements, les murmures. Le visage de Claire est devenu blême, et elle m'a regardé avec un mélange de peur et d'incrédulité. Marie s'est effondrée, sanglotant de manière incontrôlable, me suppliant d'arrêter, de ne pas faire ça devant tout le monde. Mais j'étais au-delà de tout ça. J'en avais fini avec les mensonges, avec les secrets. Je voulais que la vérité soit révélée, quelles qu'en soient les conséquences. Quand le diaporama s'est terminé, la salle était silencieuse. Je me suis tenu là, regardant tout le monde, puis j'ai parlé. J'ai raconté la trahison, les mensonges qui avaient été cachés si longtemps. J'ai dit que j'en avais fini, que je demandais le divorce, que je tournais le dos à la vie qui n'avait été qu'une cruelle plaisanterie. Puis, sans un mot de plus, je suis sorti, laissant derrière moi la vie que j'avais autrefois chérie. Cette nuit-là, en conduisant, je ressentais un étrange mélange d'émotions, rage, tristesse, soulagement, mais surtout, je me sentais vide, comme si une partie de moi avait été arrachée, ne laissant qu'une coquille creuse. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose, la vie que j'avais connue était terminée, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le divorce a été brutal, comme arracher un pansement qui tenait tout ce en quoi je croyais autrefois. Nous n'avons pas perdu de temps à le prolonger, il n'y avait plus rien à sauver. J'ai déposé les papiers le lendemain de la fête, et en quelques semaines, c'était finalisé. J'ai veillé à ce que mon nom soit retiré de l'acte de naissance de Claire, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je ne pouvais pas continuer à vivre ce mensonge. C'était comme me libérer des chaînes d'un passé que je ne pouvais jamais changer. J'ai lutté pour m'assurer de ne pas avoir à payer un centime de pension alimentaire, et j'ai gagné. J'ai forcé mon cousin à assumer cette responsabilité, à payer pour ses propres péchés. J'en avais fini de porter le fardeau des erreurs de quelqu'un d'autre. Il a essayé de se battre, bien sûr, mais j'étais implacable. J'ai engagé le meilleur avocat que j'ai pu trouver, et nous l'avons poursuivi avec tout ce que nous avions. Il a fini par payer non seulement la pension alimentaire, mais aussi une somme importante pour compenser les années que j'avais passées à élever Claire. Ce n'était pas une question d'argent, cependant. Il s'agissait de s'assurer qu'il sache qu'il ne pouvait pas simplement s'en tirer après ce qu'il avait fait. Marie, de son côté, a essayé de me contacter, d'expliquer, de s'excuser, de me faire voir que tout cela n'était qu'une grosse erreur. Mais je n'avais plus rien à lui dire. Je ne pouvais même pas la regarder sans ressentir une colère brûlante. Comment pouvait-elle se tenir là et prétendre que tout pouvait aller bien après ce qu'elle avait fait? Elle avait détruit la seule chose qui m'avait vraiment importé, ma famille. J'ai vendu la maison, celle dans laquelle nous avions mis tant d'amour et d'efforts, l'endroit où j'avais imaginé que nous vieillirions ensemble. Chaque coin était rempli de souvenirs, mais ils étaient maintenant souillés, tordus en quelque chose de laid que je ne pouvais plus supporter de vivre. J'ai pris l'argent, fait mes valises et quitté Marseille derrière moi. J'avais besoin d'un nouveau départ, loin des fantômes de mon passé. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans le Limousin, un endroit où personne ne me connaissait,
où je pouvais repartir de zéro sans le poids de tout ce qui s'était passé. C'était étrange au début, être dans un endroit si différent de la vie que j'avais connue, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai trouvé un petit village, ouvert un nouveau garage, et lentement, j'ai commencé à reconstruire ma vie de toutes pièces. C'est là que j'ai rencontré Juliette. Elle n'était pas du tout comme Marie. Elle était forte, indépendante, et portait ses propres cicatrices du passé. Mais il y avait une gentillesse en elle que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Elle ne me poussait pas à m'ouvrir, mais elle était là quand j'avais besoin de parler, quand le poids de tout devenait trop lourd à porter seul. Nous avons pris les choses lentement au début. Je n'étais pas prêt à plonger dans quoi que ce soit de sérieux, pas après ce que j'avais traversé, mais Juliette avait cette manière de me faire sentir que, peut-être, je pouvais à nouveau faire confiance. 1 an après mon déménagement dans le Limousin, Juliette et moi avons appris que nous allions avoir un bébé. J'étais excité, mais aussi terrifié. L'idée de redevenir père, après tout ce qui s'était passé avec Claire, faisait ressurgir toutes sortes de peurs que je pensais avoir enfouies. Mais Juliette était incroyable. Elle a insisté pour que nous fassions tout correctement dès le départ. C'est alors qu'elle a proposé un test ADN. Elle savait ce que j'avais traversé et voulait s'assurer que, cette fois, il n'y aurait aucun doute, aucun secret. Au début, j'étais hésitant. L'idée d'avoir besoin d'un test pour confirmer quelque chose d'aussi personnel semblait étrange. Mais je comprenais pourquoi c'était nécessaire. Nous l'avons fait, et quand les résultats sont revenus, j'ai ressenti un immense soulagement. C'était mon enfant, sans aucun doute. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir enfin laisser le passé derrière moi. Juliette a donné naissance à un magnifique petit garçon, et quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, j'ai su que c'était ma seconde chance, une chance d'être le père que j'avais toujours voulu être, sans les ombres de la trahison et des mensonges planant sur moi. Nous l'avons appelé Antoine, un nom qui semblait fort, comme un nouveau départ. La vie dans le Limousin était paisible, presque trop belle pour être vraie. J'avais une partenaire aimante, une nouvelle famille, et une chance de reconstruire tout ce que j'avais perdu. Mais même en essayant d'avancer, il y avait encore une partie de moi qui ne pouvait pas complètement lâcher ce qui s'était passé à Marseille. La colère, la trahison, tout était encore là, juste sous la surface, attendant d'être affronté. Mais pour l'instant, je me concentrais sur ma nouvelle vie, sur Juliette et sur Antoine, essayant de construire quelque chose de mieux, de réel, à partir des décombres de mon passé. Les années ont passé, et la vie dans le Limousin s'est installée dans une routine dont je pouvais enfin être fier. J'avais une famille, une entreprise florissante, et pour la première fois de ma vie, une véritable paix. Mais même dans les moments calmes, Marseille ne m'a jamais vraiment quitté. Le passé a une manière de vous rattraper, surtout quand vous pensez l'avoir distancé. C'est Juliette qui a suggéré en premier que nous retournions à Marseille. Ma grand-mère vieillissait, et elle n'avait jamais rencontré Antoine. Juliette pensait qu'il était important pour Antoine de savoir d'où je venais, de rencontrer la femme qui m'avait gardé ancré quand tout le reste s'effondrait. J'étais hésitant au début. L'idée de retourner dans la ville où tout avait mal tourné ramenait des souvenirs que j'avais tant essayé d'enfouir. Mais Juliette avait raison. Ma grand-mère méritait de rencontrer son arrière-petit-fils. Nous avons fait le voyage au printemps, quand Marseille commençait juste à se réveiller de son sommeil hivernal. La ville était la même, mais j'étais différent, et cette différence rendait tous les vieux endroits étranges, comme visiter une maison d'enfance après avoir grandi. Ma grand-mère était folle de joie de nous voir. Elle a tenu Antoine dans ses bras et a pleuré, remerciant Dieu pour cette nouvelle vie dans la famille. Pendant un moment, j'avais l'impression que tout était bouclé, comme si c'était peut-être la clôture dont j'avais besoin. Mais la clôture n'est jamais si simple, n'est-ce pas? Le deuxième jour de notre visite, je suis tombé sur Marie. Ce n'était pas prévu. Je me promenais dans le quartier, admirant les anciens lieux, quand je l'ai vue assise sur un banc devant l'église où nous allions autrefois. Elle semblait plus vieille, plus usée que dans mon souvenir. La vie n'avait pas été clémente avec elle. Nos regards se sont croisés, et pendant une seconde, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Je pouvais voir la reconnaissance dans son visage, la tristesse, le regret. Je pouvais aussi voir la douleur, une douleur qui faisait écho à la mienne. Je ne voulais pas lui parler, mais quelque chose en moi savait que cette conversation était attendue depuis longtemps. Elle s'est levée alors que je m'approchais, et nous sommes restés là un moment, le silence entre nous lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. C'est elle qui a parlé en premier. J'ai entendu parler de ta nouvelle vie, a-t-elle dit, sa voix tremblante.
Je suis contente que tu aies trouvé le bonheur. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait s'en aller, mais une autre partie, plus profonde, avait besoin de réponses. Comment va Claire, ai-je demandé, ma voix plus rude que je ne l'avais prévu. Elle a un bébé, a dit Marie, et ses yeux se sont remplis de larmes. Elle galère, Michel. Après ton départ, tout s'est effondré. Ma relation avec elle, avec tout le monde. Elle parle encore de toi, tu sais. Elle regrette tout. Elle est perdue sans toi. Entendre cela m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je pensais en avoir fini avec cette partie de ma vie, mais la mention de Claire a ramené toutes ces vieilles émotions. Et lui, ai-je demandé, sans même avoir besoin de prononcer le nom de mon cousin. Il s'en fiche, a-t-elle répondu, une pointe d'amertume dans la voix. Il l'a abandonné dès que les choses sont devenues difficiles. Elle élève le bébé toute seule. Une partie de moi voulait se sentir justifiée, dire « je te l'avais dit », mais tout ce que je ressentais était une profonde tristesse. Une tristesse pour Claire, pour la vie dans laquelle elle avait été forcée, pour la fille que j'avais aimée comme la mienne et que j'avais perdue si complètement. « Pourquoi me dis-tu ça ?» ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse au fond de moi. « Parce qu'elle a besoin de toi, Michel. Elle en a toujours eu besoin. Et parce que j'ai eu tort surtout. » Ces mots pesaient dans l'air, et je pouvais sentir leur poids m'écraser. La colère qui m'avait alimenté si longtemps était toujours là, mais elle était différente maintenant, plus comme une douleur sourde qu'une douleur aiguë. J'ai pensé à Juliette, à Antoine, à la vie que nous avions construite ensemble. J'ai pensé à quel genre d'homme je voulais être, quel genre de père je voulais être pour Antoine. Pouvais-je vraiment tourner le dos à Claire, sachant qu'elle était là dehors, en train de lutter, tout comme moi autrefois? Je n'avais pas de réponse à ce moment-là, et peut-être que je n'en ai toujours pas. Mais ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas simplement m'en aller, pas cette fois. Marie m'a demandé si je voulais voir Claire, et pendant un long moment, j'ai hésité. Mais ensuite, j'ai hoché la tête. Oui, je veux. Cette nuit-là, Claire et moi nous sommes rencontrés dans un petit bistrot juste à la sortie de la ville. Quand elle est entrée, je l'ai à peine reconnue. Elle semblait plus vieille, plus fatiguée, mais quand nos regards se sont croisés, j'ai vu cette même petite fille qui courait vers moi quand elle avait peur. Nous nous sommes assis, et pendant un moment, nous nous sommes juste regardés, le silence rempli de toutes les choses que nous voulions dire mais que nous ne trouvions pas les mots pour exprimer. Enfin, Claire a brisé le silence. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. « Pour tout. » Je l'ai regardée, vraiment regardée, et toute la colère, tout le ressentiment que j'avais retenu, tout cela s'est simplement évanoui. Moi aussi, Claire, ai-je dit, et je le pensais. J'ai tendu la main à travers la table, pris la sienne dans la mienne, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que nous pouvions commencer à guérir. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, du passé, de l'avenir, de son fils et de la vie qu'elle essayait de construire. Elle m'a posé des questions sur Juliette et Antoine, et je lui ai tout raconté. Ce n'était pas facile, et ça n'a pas tout réparé, mais c'était un début, un petit pas vers quelque chose de mieux. En quittant le bistrot, Claire m'a serré dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, ça semblait juste. Ça semblait être une famille. Et alors que nous sortions dans la nuit, je savais que, bien que la route à venir ne serait pas facile, c'était une route que nous pouvions parcourir ensemble, un pas à la fois. Quand je suis rentré dans le Limousin, j'ai tout raconté à Juliette. Elle a écouté, comme elle le faisait toujours, et quand j'ai fini, elle a simplement hoché la tête. « Quoi que tu aies besoin de faire, a-t-elle dit, nous le ferons ensemble. » Et c'est ainsi que j'ai su, malgré tout ce qui s'était passé, malgré toute la douleur et la trahison, que j'avais enfin trouvé mon chemin vers la maison.